poussons les portes de l'Opéra de Paris. Levons le voile sur les coulisses du Palais Garnier. Nespresso nous offre cette exclusivité. D'une certaine façon, c'est le manifeste de Charles Garnier, l'architecte qui a créé d'ailleurs la surprise quand il a été vainqueur du concours. Au moment de son inauguration, c'est l'un des plus grands bâtiments d'Europe. La longueur, 173 mètres, la largeur, 125 mètres. C'est à coup sûr l'un des monuments les plus éblouissants de Paris. Passé l'entrée, l'enchantement se poursuit. Le grand escalier, haut de 30 mètres, est un modèle à double révolution en marbre blanc. Si vous regardez bien l'escalier, vous verrez que les premières marches de la partie centrale sont convexes, tandis que les marches des parties supérieures sont concaves. Seule une marche est droite. Depuis les balcons du hall, les spectateurs arrivés en avance observent les nouveaux venus montant les marches. À l'opéra, on se montre. Avec ses grands miroirs, il est inspiré notamment de la Galerie des Glaces à Versailles. C'est une longue galerie lumineuse où abondent les sculptures, les dorures, les peintures, les lustres, les miroirs et les larges fenêtres qui donnent sur la rue. Toute cette clarté donne un sentiment d'espace extraordinaire. Bas les masques. Nespresso et l'Opéra de Paris sont partenaires depuis quelques mois. Comment est-ce que vous vous êtes rapprochés ? C'était un rêve. Et c'est joli de se dire qu'aujourd'hui, le rêve devient réalité. Et l'admiration qu'on a tous pour l'Opéra de Paris, elle est évidente. C'est une maison d'excellence. Et puis, c'est aussi une maison que je crois pionnière. C'est un peu pour ça qu'on a eu envie de venir vous voir, si je peux me permettre. Je suis très ému et je trouve formidable de la part d'une entreprise comme Nespresso de soutenir la création, les artistes et les maisons comme les nôtres dans cette période quand même d'adversité. Ça veut dire que vous êtes aux côtés des artistes et nous, c'est quelque chose de très important. Parce que notre maison, c'est une maison de tradition et c'est aussi une grande maison de création. Et donc, c'est aussi un point qui nous rapproche. On peut dire ça sur la création. On est d'abord des créateurs et les gens qui sont au cœur de notre maison, en fait, ce sont les agronomes et les créateurs de café, les experts café. Et cette idée d'être aux côtés de l'art et aux côtés du beau, c'est une chose qui nous tient beaucoup à cœur. C'est-à-dire qu'on est une maison qui croit au pouvoir de la beauté, au pouvoir de la culture et au pouvoir de l'art. L'art, à un moment où on en a besoin. Quand on a besoin d'art, on a besoin de culture, on est en manque d'art et de culture. Ça fait partie de notre rôle. D'accompagner l'art, il me semble. Vous êtes venue ici un peu par hasard, parce que vous étiez voisine, vous avez poussé la porte, vous avez vu de la lumière, vous êtes arrivée ici dans le Palais Garnier, avouez. C'est vrai que c'est drôle, parce que la plus grande boutique mondiale de Nespresso est à 2 pas d'ici. Alors vous êtes très jeune, parce que vous avez 25 ans d'existence. Alors nous, on est beaucoup plus vieux, parce qu'on a quand même célébré les 350 ans de l'Opéra de Paris en 2019. Donc, voilà. Et vous parliez de l'innovation. Le monde que l'on vit, c'est aussi le monde contemporain et le souci écologique. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de ce point de vue-là qui pourrait être à nouveau un pont entre ces deux maisons ? Oui, je crois, si je peux me permettre. On a une responsabilité sociétale. Il faut en avoir conscience et en prendre toute la mesure. Ça fait 6 ans qu'on travaille, mais là, en 2021, toutes nos capsules vont être faites à partir de 80% d'aluminium recyclé. Cette conscience du rôle qu'on a à jouer, il est essentiel de la même manière que nous, on travaille sur la neutralité carbone et qu'on plante des arbres chez nos caféiculteurs pour être totalement neutre en carbone, et on l'est depuis 4 ans. Toute l'entreprise France est neutre en carbone depuis 4 ans. Cette conscience écologique, même si elle n'est pas connue du grand public, je pense que c'est le rôle des grandes maisons comme les nôtres de le faire. Oui, c'est aussi une préoccupation que nous avons, et notamment Alexander Neff, qui est le nouveau directeur général de l'Opéra, est très soucieux de ces questions. Donc on a des décors, on a des nouvelles productions, on a des metteurs en scène, des décorateurs qui travaillent. On est très soucieux justement de l'éco-responsabilité et du retraitement de ces décors. Il y a l'une des capsules de Nespresso qui s'appelle Capriccio. Quand on est ici, c'est en plus une production emblématique de 2004 de Robert Carsen, absolument magnifique. Vous le savez, vous, Nathalie, si ce Capriccio, il a été inspiré par Richard Strauss, par le caprice d'une femme, par autre chose ? On a évidemment, quand on aime le café, beaucoup de liens avec l'Italie. On a Capriccio, c'est pas le seul clin d'œil en fait au monde de la musique, je suis en train d'y penser, parce qu'on a aussi Arpeggio. Il y a eu Body and Soul de Crystal Pite, et c'était notre première signature historique, le café corps et âme. Donc, on aura envie d'être aux côtés de Crystal Pite, pourquoi pas, elle sera ravie. C'est toujours beau d'être aux côtés de femmes créatrices aussi. Je sais que justement, Alexander Neff a aussi pour souci d'avoir plus de femmes à la baguette parmi les chefs d'orchestre, et donc voilà, je crois qu'il y a un programme qui va se développer
pour accueillir davantage de femmes. Et pour l'Opéra de Paris, j'imagine que cette résonance et ces partenaires qui répondent présents, c'est un baume dans la crise qu'on traverse, Oui, pas uniquement absolument. financier. Non, c'est un baume parce que les gens sont très attentifs à notre devenir et les artistes aussi. On ne peut pas imaginer la douleur, la souffrance des artistes qui n'ont pas de public. J'ai croisé Hugo Marchand qui est danseur étoile il n'y a pas très longtemps. Il me disait mais dès que je peux, je danserai en plein air s'il le faut. Mais oui, les gens ont besoin, c'est leur respiration le public. C'est le cœur même du palais. C'est ce qu'on appelle un modèle à l'italienne en forme de fer à cheval, avec ses 4 balcons, ses loges, ses stalles sur 5 niveaux, surmontés d'un dôme décoré par Marc Chagall à l'invitation de son ami André Malraux. Il y a un peu plus de 1900 fauteuils et la salle est inaugurée en 1875. Lorsqu'on s'assied dans la loge de l'empereur, la magie est là plus que jamais. Moi, j'aime beaucoup le ballet parce qu'en général, les parties de flûte sont très développées. Il y a beaucoup de grands solos pour les ballets et ça offre une certaine liberté. Vous avez un tempo qui doit être absolument respecté parce que sinon les danseurs ne peuvent pas avoir leurs repères. Mais si vous respectez ce cadre, à partir de là, vous faites à peu près ce que vous voulez sur les nuances, sur les caractères. Nous, musiciens, on n'aime pas trop quand la fosse est très haute. Eh bien, on est vu du public, ça peut être charmant, mais la coutume, c'est que de monter la fosse pour les effectifs légers comme Mozart, par exemple, et de la baisser, effectivement, pour des effectifs plus gros. Sauf que le son n'est pas si extraordinaire quand la fosse est plus haute. Alors, ce sont toujours des discussions pour savoir où on met la fosse. Mais oui, effectivement, la fosse est mobile et en fonction des répertoires. Les chefs d'orchestre, c'est absolument magnétique. C'est-à-dire cette espèce d'impression que la musique, c'est absolu. Il n'y a rien d'autre qui compte. Donc toutes les histoires de se dire bonjour, de se regarder, etc. Non, on ne regarde que si le musicien est en train de faire une partie importante. Et je me souviens d'un détail très fort pour moi. Le baryton, et comme on dit dans le jargon, était parti à la cave. C'est-à-dire qu'il baissait beaucoup le diapason. Et moi, je me dis, j'ai 2 options. Soit je joue là où il faut, et puis tout le monde va entendre que la basse n'était pas juste. Soit je vais, moi, jouer faux pour aller récupérer la basse. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai remonté le diapason petit à petit. Et je revois juste Gergiev qui tourne la tête, qui me fait comme ça. Merci. C'est pour lui la musique en premier. Voilà un espace absolument merveilleux. C'est un décor opulent. Son intimité est ambiguë. Dès le 19e, les abonnés y rencontrent les danseuses et leur offrent argent et protection. On raconte que Serge Liffard, directeur de la danse à partir de 1930, leur interdit finalement l'accès au foyer, désormais réservé exclusivement aux artistes qui s'y préparent pour les spectacles. Les dessous, d'une surface d'environ 800 mètres carrés, se développent verticalement sur une hauteur de 15 mètres, structurés de façon entièrement métallique. L'intérêt de ces dessous est d'agir sur la mise en scène grâce à une machinerie monumentale. On a le sentiment d'être ici dans la cale d'un bateau. Nous voilà à 45 mètres au-dessus de la scène. Le grand dôme central est recouvert de cuivre qui, une fois oxydé, prend cette couleur verdâtre si caractéristique. Là, une statue majestueuse. C'est celle d'Apollon, avec sa lyre d'or. Figurez-vous qu'elle sert de paratonnerre. Et maintenant, arpentons les arcanes de l'Opéra Bastille. Dans les premières couches, un juponnage en crin avec des volants pour pousser le volume. Ensuite, on vient assouplir encore avec des tulles, voilà, jusqu'à la couche finale, un lamé, dentelle métallisée transparente, un tulle vert d'eau et un tulle noir qui vont faire que ça donne un aspect un peu magique parce qu'on ne sait plus trop ce que c'est. Ça va jusque là, le raffinement. Les ateliers de l'Opéra Bastille produisent tous les costumes des productions lyriques, alors que ceux de Garnier s'occupent des productions du ballet. Et la première apparition des costumes sont des dessins qu'on doit, nous, interpréter. En tout cas, il y en a 2 ateliers. L'atelier flou, où on fait les costumes de femmes, et l'atelier tailleur, où on fait les costumes d'hommes. Et quand une femme a un costume tailleur ? C'est fait par l'atelier tailleur. On fait aussi bien des chapeaux que des chaussures Alors, dans l'atelier couture, on coud, c'est-à-dire qu'on coupe, on assemble. Sinon, des ateliers
un peu plus loin où on fait effectivement tout ce qui est chapeau, parce que ce sont les modistes qui font les chapeaux. Il y a une cordonnerie où on est capable aussi de faire des chaussures. En fait, on est capable de faire tout ce qu'on veut à l'opéra. C'est un outil absolument extraordinaire qu'on a ici avec un réservoir de compétences extraordinaires à tout point de vue. Et c'est une grande chance d'avoir ça dans cette maison. C'est finalement la fabrique d'un rêve à chaque fois. Ce rêve, c'est créer l'illusion. Tout ça, c'est aussi quelque chose qui fait partie de votre métier, de créer cette illusion et de temps en temps d'aller choisir des matériaux ou d'essayer de fausser, de flouter les choses pour jouer avec la lumière. C'est sûr qu'on travaille pour un résultat qui est sur scène, donc vu de loin et dans une certaine lumière. Donc c'est très particulier. Et on doit y penser en amont sur la construction. Cette robe de la comtesse, quand on la voit de près, on se rend compte qu'il y a sur les tulles des petites comètes de diamants, chose que la personne qui est assise au 3e balcon ne pourra pas voir, bien sûr. Pas voir. Mais il fallait la faire aussi. Pourquoi ? Parce qu'on va jusqu'au bout des choses, même dans le moindre détail, parce que un costume, c'est d'abord une pensée artistique, donc c'est comme une toile, c'est quelque chose, donc on va jusqu'au bout. Il faut savoir quand même à notre époque, il y a de plus en plus de captations, donc on peut avoir maintenant quand même des gros plans, c'est de plus en plus diffusé, ce qui n'était pas le cas avant. Les costumes étaient vraiment vus uniquement de loin. Maintenant, ça change. Et c'est une grande partie aussi d'émotion, de faire que le chanteur se sente le plus confortable possible, le plus beau. C'est cette idée-là aussi. Ah ben on est au service, bien sûr, d'une idée artistique, mais aussi d'un être humain, un chanteur qui fait une performance absolument extraordinaire sur scène, qui est une performance physique très très difficile. Donc bien sûr qu'il faut qu'il soit le plus à l'aise possible, qu'il ait le plus de confort, bien que certains costumes ne soient pas très confortables dans leur conception, mais il faut qu'on les aide au maximum parce que c'est très difficile pour eux. Et un costume en plus peut, comme un acteur, les aide profondément à rentrer dans la peau d'un personnage, bien entendu. Parfois, on nous demande des choses qu'on n'a jamais faites. Et donc, il faut trouver le moyen de les faire. Je pense à Moïse et Aaron. Des gens rentrent dans l'eau habillés en blanc et devaient sortir habillés en noir. Un défi extraordinaire parce qu'on n'avait jamais fait ça. Donc, on a fait tout un type de recherche. Mais je ne sais pas si je vous dévoilerai le secret de...